Notre temps de vol d'aujourd'hui est estimé à 3 jours. Les futurs passagers du plus long avion du monde, l'Airlander 10, n'arriveront pas très vite à leur destination, mais ils le feront assurément avec style. Surnommé le popotin volant en raison de son extérieur très peu conventionnel, cet appareil disposera de chambres luxueuses avec salle de bain attenante, d'un bar de haute volée à bord et d'un sol transparent, offrant une vue d'un horizon jusqu'à l'autre. L'Airlander 10 n'aura même pas besoin d'aéroport. Il est capable de décoller et d'atterrir sur n'importe quelle surface plane, que ce soit de la terre, du sable, de l'eau ou de la glace, en utilisant ses patins pneumatiques. Il sera également plus écologique, grâce à ses émissions réduites, et est censé incarner la forme de voyage aérien la plus sûre dans un avenir proche. Cette merveille d'ingénierie de 90 mètres de long est à la fois un dirigeable, un hélicoptère et un avion. La plupart des aéronefs utilisent l'une de ces différentes méthodes pour se maintenir en vol, la poussée d'Archimède, la poussée verticale ou la portance. Les ballons dirigeables, les hélicoptères et les avions reposent respectivement sur chacun de ces 3 principes. Mais cet appareil, lui, combine les 3. Tout d'abord, la poussée d'Archimède. Airlander utilise une quantité impressionnante d'hélium, un matériau moins dense que l'air. Il aide des aéronefs tels que les dirigeables et les zeppelins à s'élever, tout comme un ballon de fête foraine. Et puisque l'hélium génère une poussée par lui-même, notre appareil peut flotter sans effort. L'hélium d'Airlander est réparti dans plusieurs compartiments pour sa sécurité et dispose également de 4 moteurs de 325 chevaux. Il nécessite beaucoup moins de puissance que des avions conventionnels comme le Boeing 787, ce qui le rend plus économe en énergie. Mais la charge utile de cet aéronef flottant est plutôt limitée, soit 10 tonnes tout au plus. Ses concepteurs pourraient simplement agrandir la carlingue pour y placer plus d'hélium. Mais notre appareil est déjà le plus volumineux du monde. Pour l'assister, l'Airlander 10 est équipé de 2 propulseurs verticaux, semblables à ceux des hélicoptères. Il repousse l'air vers le bas, soulevant tout l'engin. Et puis vient la portance, qui joue un rôle crucial dans l'aérodynamique du vol. Pour obtenir de la portance, vous avez besoin d'air qui se déplace rapidement en dessous et autour de l'aile, générant une force. Bien que l'Airlander n'ait peut-être pas de réacteur monstrueux comme un gros avion de ligne, sa grande coque offre beaucoup d'espace pour que l'air l'aide à décoller. Cet aéronef hybride, unique en son genre, a d'ores et déjà effectué plusieurs voyages d'essai réussis. Vous pouvez donc le considérer comme une réalité. Il sera une sorte de transformer personnalisable, adapté pour le confort des passagers, le transport de marchandises, les operations de vol prolongées ou les expériences scientifiques. En fonction de sa configuration, il pourra rester en vol jusqu'à 5 jours d'affilée, ce qui pourrait être particulièrement utile pour la recherche. De plus, les concepteurs prévoient de construire un aéronef encore plus grand, l'Airlander 50, avec une capacité de charge de 50 tonnes. Au premier temps de l'aviation, il n'y avait pas de simulation informatique pour tester les différentes conceptions, de sorte que certains modèles d'avions un peu zinzin ont été construits. Le concepteur italien, Gianni Caproni, voulait créer un avion capable de transporter une centaine de passagers par-delà l'Atlantique avec confort et avec style. Son invention originale, le Caproni K-60, avait 9 ailes arrangées en 3 séries de 3. Il disposait de 8 moteurs, tous entretenus par des mécaniciens en vol. Il y avait des fenêtres panoramiques le long des 2 côtés de l'immense cabine, pour que les passagers assis dans chacune des rangées spacieuses puissent profiter de la vue du monde en dessous. Il avait un nez arrondi, un poste de pilotage intégral et une coque d'hydravion profilée. Une fois l'appareil achevé, un pilote a effectué des essais sur le lac Maggiore en vue d'équilibrer l'hydravion, mais s'il s'est probablement trouvé un bateau sur sa trajectoire, peut-être le pilote est-il allé trop vite au moment du décollage. Toujours est-il que l'avion s'est disloqué. D'ici à ce que Caproni arrive au lac, le pilote avait été sauvé, mais l'épave était pratiquement irrécupérable. Ainsi, cet avion n'a jamais réussi à traverser l'Atlantique. Des ingénieurs français sont allés encore plus loin. Ils ont conçu un avion dont le corps était inspiré d'un certain oiseau et l'ont baptisé Canard. Il était censé avoir une machine à vapeur pour alimenter une unique hélice à l'avant de son corps arrondi. Le pilote et le train d'atterrissage devaient être attachés par des câbles et un cadre en dessous du corps de l'avion. Cet avion à l'aspect étrange avait un nom officiel, le Vought V-73. Mais tout le monde s'en souviendra comme de la crêpe volante,
à cause de sa forme de soucoupe. Ce design était censé lui permettre d'atterrir et de décoller dans des espaces restreints où les avions ordinaires ne peuvent pas se faufiler. Le prototype a été un franc succès, avec des vitesses de décollage et d'atterrissage réduites. Et sa conception, en forme de disque, a été générée de l'importance. Les ingénieurs sont reçus de fonds pour le perfectionner, mais les défauts n'ont cessé de s'accumuler. D'ici à ce qu'ils soient corrigés, il n'y avait plus besoin de cet avion farfelu. L'ingénieur aéronautique allemand, Alexander Lippisch, a inventé le Dornier Aerodyne. Il ressemblait à l'arrière d'un avion après qu'on l'ait coupé en deux, mais il pouvait voler de manière autonome. Il était considéré comme un appareil à décollage et atterrissage vertical, soit la même catégorie que les hélicoptères. Il combinait la portance et la poussée, en utilisant une seule voie d'écoulement pour l'air, comme un ventilateur de conduit. Puis, des volets à l'extrémité du moteur déviaient à l'air sortant. Le premier vol du Dornier Aerodyne a eu lieu en 1972, et quoi qu'il ait été couronné de succès, l'industrie a rapidement perdu tout intérêt pour lui et a fini par mettre le projet en veilleuse. Le Pregnant Guppy, également connu sous le nom de Frankenplan car il était constitué de pièces provenant d'autres avions, a aidé la NASA dans son périple vers la Lune. Dans les années 60, il n'était pas évident d'expédier des fusées de la côte ouest à Cap Canaveral, en Floride. Les achemineurs par voie maritime à travers le canal de Panama prenaient 2-4 semaines et les pièces fragiles arrivaient endommagées ou déjà rouillées. C'est alors qu'un certain John Conroy s'est présenté avec une solution. Son ami avait racheté des Boeing qui ne lui étaient d'aucune utilité. Conroy a donc résolu de modifier ses avions en ajoutant une soute plus grande sur le dessus du fuselage. Il n'a pas reçu le moindre financement de la NASA pour son idée. Mais il n'a jamais baissé les bras et a fini par hypothéquer sa propre maison, vendre sa voiture et investir toutes ses économies dans son projet, convaincu qu'il fonctionnerait. Il a emprunté jusqu'au carburant nécessaire pour faire voler le prototype jusqu'en Alabama. L'avion a volé parfaitement et a stupéfait tout le monde. Le Super Guppy, comme on a commencé à l'appeler, a fini en charge du transport des étages de la fusée du programme Gemini. Conroy aura construit un total de 25 versions différentes de son avion pour accommoder des équipements toujours plus grands et plus lourds. L'Edgeley Optica ES7 a beau ressembler à un avion libellule futuriste, mais il a été conçu au milieu des années 70 pour des missions de surveillance ou de tourisme à basse altitude et à vitesse réduite. Il dispose d'un cockpit d'hélicoptère monté à l'avant d'un moteur à turbine et offre un impressionnant champ de vision à 270 degrés. Sa grande turbine fonctionne silencieusement à l'intérieur et à l'extérieur du cockpit. Il a suscité un regain d'intérêt au XXIe siècle pour les missions de patrouille frontalière, de recensement de la faune et de repérage des incendies. Mais en raison du manque de financement, seuls 5 des 22 avions construits à l'époque sont encore en état de voler. Avez-vous déjà vu un avion avec 2 fuselages de taille différentes? Le Rutan Model 202 Boomerang se distingue comme étant un avion à moteur multiple, construit de cette manière pour minimiser les risques de panne. Contrairement aux avions conventionnels, même si l'un de ces moteurs devait tomber en panne, le Boomerang resterait facilement contrôlable grâce à sa conception innovante, qui tire efficacement parti de la poussée asymétrique. Ce design rend le Boomerang plus rapide et plus efficace. Cet avion n'a jamais été conçu pour un usage commercial, mais comme un véhicule particulier pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Rien qu'en le regardant, on peut dire que le Short Skyvan a été construit à des fins pratiques, sans trop se soucier de l'esthétique. Et c'est ainsi que cet avion polyvalent a reçu des sobriquets tels que la boîte à chaussures volante ou la cabane à outils. Malgré toutes ces moqueries, le Skyvan a fidèlement servi au fil des ans. Il fait partie du paysage depuis son premier vol dans les années 60 et transporte toujours des marchandises et des passagers aujourd'hui. Il peut accueillir jusqu'à 19 personnes et dispose d'une grande porte arrière, semblable à celle d'une camionnette, pour le chargement et le déchargement des marchandises. C'est pourquoi il est parfait pour les vols court courrier, des activités comme le parachutisme et bien d'autres usages encore.